Voilà, donc moi je suis Lucille, donc je vais vous rappeler donc pour quelles raisons on fait ce webinaire. Donc c'est surtout pour vous expliquer donc le défi monumental, vous présenter et vous former aux ressources qui sont déjà disponibles pour vous sur le site internet monumental. Donc on va vous partager en fait la page du site dans un instant. Donc c'est pour vous pour voir toutes les ressources qui sont à votre disposition, les tutos qui vous seront présentés et pour vous permettre de vous projeter donc avec les jeunes dans le cadre de ce défi. Et puis on vous présentera également les partenaires et soutiens donc de ce projet qui sont avec nous. Voilà, ils sont toutes là. Tous et toutes ici. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est je vais vous présenter brièvement qui nous sommes, nous, l'archipel des Lucioles, pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que le défi monumental, c'est le nom de ce projet. Et nous, l'association l'archipel des Lucioles, on coordonne ce projet et nous sommes donc une association nationale qui œuvrons dans le champ de l'éducation aux images. Donc, on coordonne des dispositifs sur le temps scolaire, maternelle, école, collège ou cinéma. Et dans le cadre du hors-temps scolaire, par l'intermédiaire d'un dispositif qui s'appelle Passeur d'images, que vous connaissez peut-être, qui lui s'adresse donc à tous les publics dits éloignés de l'éducation artistique, culturelle, etc., de manière générale, et à travers des ateliers de pratique autour de l'image et du cinéma. Et donc, c'est dans cette même logique, en fait, avec ce même objectif de toucher ces publics qu'on lance donc le défi monumental, donc qui s'adresse à des jeunes de 13 à 20 ans, donc accompagnés par des structures comme vous, voilà, vous tous et toutes ici présents. Et donc, c'est un défi donc, de création vidéo numérique autour du patrimoine, de lieux, sites culturels. Donc, comme son nom l'indique, monumental, dans le sens où ces vidéos, enfin en tout cas ce projet n'est pas circonscrit uniquement à des musées ou des monuments, mais plus largement s'ouvre à tout site, tout ce qui fait patrimoine en fait pour les jeunes, patrimoine de proximité. Voilà, tout ce qui fait culture aussi pour les jeunes, puisqu'à travers ces vidéos, l'idée c'est aussi le partage sur les réseaux sociaux, puisque on va toucher en fait les jeunes à travers en fait leur propre ce qu'ils utilisent eux au quotidien en termes d'image. Donc c'est pour ça que les vidéos seront largement partagées sur les réseaux sociaux des jeunes, bien sûr, mais aussi les réseaux en fait du projet, du défi, et les réseaux des partenaires par ailleurs. Donc les vidéos que les jeunes pourront réaliser donc avec votre accompagnement peuvent prendre la forme donc d'un récit de visite en fait de lieux culturels. Voilà, les jeunes aimeraient partager ce qui fait patrimoine, culture pour elles et eux, ou alors, et ça c'est encore mieux, d'une fiction qui prend pour décor en fait le lieu, le site culturel ou architectural, ou le monument, le musée, ou même le quartier historique. Donc l'idée du défi aussi pour nous, en tout cas nous qui portons le projet, c'est vraiment de valoriser toutes les vidéos des jeunes. Donc elles seront toutes valorisées donc sur les sites, comme je vous le disais. Et il y a à la clé 4 récompenses pour 4 groupes de jeunes, avec également un prix spécial, et ça nous y reviendrons un petit peu plus tard aussi. Donc, vous avez peut-être, pour certaines d'entre vous, déjà rempli un formulaire de manifestation d'intérêt. Donc, je vois certains et certaines d'entre vous ici présents. Donc, on vous remercie. En fait, ce formulaire, c'est simplement pour nous une manière d'avoir une visibilité sur les structures, le nombre de jeunes, le type
de sites que vous visez aussi avec pour les créations vidéo. Et puis, ça nous permettra aussi d'échanger avec vous de manière un petit peu plus privilégiée, dans le sens où on pourra voilà, prendre contact avec vous, etc. Mais le formulaire de manifestation d'intérêt n'est pas une obligation, puisque à partir du 24 octobre, donc il n'aura plus lieu d'être, et dès le 25 octobre, vous pourrez commencer à déposer les vidéos des jeunes, et ce jusqu'au 27 avril prochain. Voilà, et après, donc, il y aura effectivement un jury qui se réunira pour visionner toutes ces vidéos, donc on espère nombreuses. Voilà, pour l'attribution des prix. Pour vous dire également que c'est une toute première édition, c'est même presque une expérimentation en fait, et que évidemment vos retours nous seront très précieux pour effectivement faire évoluer ce projet, puisqu'on espère bien le pérenniser, et puis vous dire aussi que donc c'est national, et je vois qu'il y a des personnes qui viennent d'un petit peu toutes les régions, donc c'est formidable. Et avant de rentrer plus dans le détail, je vais d'abord passer la parole donc à notre principal soutien, le ministère de la Culture, et c'est probablement Virginia, donc du Bureau des pratiques culturelles au ministère de la Culture, qui va prendre la parole, et après je passerai à nos partenaires, donc le Pass Culture et le Centre des Monuments Nationaux. Voilà. Alors, Virginia, c'est à toi. Oui, bonjour. Ça va être juste assez rapide juste pour vous indiquer pourquoi le ministère de la Culture soutient effectivement cette opération qui est une expérimentation cette année. Donc, je travaille au sein de la Direction générale à la démocratie culturelle, à l'enseignement et à la recherche au ministère de la Culture. Et on a souhaité soutenir ce projet finalement dans le cadre de l'accompagnement des pratiques culturelles numériques des jeunes, qui est un axe important de nos réflexions et effectivement des pratiques culturelles à l'heure actuelle. Et on souhaitait aussi plus particulièrement insister sur le volet hors temps scolaire, plus particulièrement en ce qui concerne l'éducation populaire et le numérique, donc les actions qui peuvent avoir lieu dans des associations qui sont agréées ou pas, d'ailleurs éducation populaire, qui travaillent avec les jeunes hors temps scolaire. Voilà, c'était un petit peu la base de ce projet, qui est un volet aussi spécifiquement tourné sur les patrimoines, dont tu as parlé, Lucie. Ça peut être le patrimoine dans le musée, ça peut être de l'archéologie, ça peut être le patrimoine monumental, donc des monuments comme les monuments nationaux, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc c'est aussi une manière de valoriser le patrimoine et faire en sorte qu'il soit plutôt comment dire, mis en valeur ou en tout cas raconté par les jeunes, puisque c'est un secteur qui est peu visible ou parfois moins identifié, notamment par la jeunesse ou les associations qui les accompagnent. Et on souhaitait évidemment passer par le vecteur de la vidéo, dans le cadre des pratiques numériques. Enfin, je dis évidemment, mais bon, ça nous semblait logique de pouvoir aussi nous appuyer sur un acteur national soutenu dans le cadre de différents dispositifs d'éducation à l'image, et qui a une réelle expertise sur le sujet. Donc l'archipel des Lucioles. Voilà, c'est pourquoi on a mis en place ce projet qui est pour l'instant au stade expérimental. Donc, c'est la première année qu'on le lance. Donc, on est très heureux que vous soyez là parmi nous. Merci beaucoup, Virginia. Est-ce que Justin est là? Justin pour le Pass Culture. Tout à fait, je suis là. Bonjour à tous et toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense, oui. Du coup, enchanté, Justin Hardwick, je suis chargé de programmation et d'action culturelle au Pass Culture. Je m'occupe notamment de coordonner les projets nationaux, notamment dans le champ des musées du patrimoine. Je représente l'équipe du Pass Culture avec ma collègue Natacha, à qui je passerai rapidement la parole juste après. On est ravis de s'associer du coup au Pass Culture, à cette démarche qui s'adresse vraiment à notre cible, puisque on cible nous des jeunes de 15 à 21 ans.
Pour rappel, le Pass, c'est une application avec un crédit à destination des jeunes de 17 à 21 ans, mais avec une inscription possible donc dès 15 ans pour accéder à des offres gratuites. Donc c'est un dispositif dont chaque jeune s'empare librement, qui est complémentaire avec un volet collectif, qui est un crédit alloué aux établissements scolaires pour financer des activités culturelles. Et tout ça, ça fait que notre mission, c'est de nous assurer que tous les jeunes puissent s'emparer de la question culturelle et découvrir leur territoire et les acteurs culturels qui s'y trouvent. L'engagement du coup des jeunes, c'est vraiment au cœur de notre travail avec des programmes comme un programme de médiation annuel qui se trouve dans 16 villes, qui est les ambassadeurs du Pass Culture, mais aussi des clubs de prescription thématiques, donc un ciné-club, un book club, un club dédié aux arts de la scène, à la musique. On a aussi une appétence particulière pour les concours, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très heureux d'être partenaire de ce défi. On a organisé cet été un concours national de danse autour de la thématique des soulèvements, qui a eu un joli succès et qui nous a permis d'avoir de très très belles propositions de la part des bénéficiaires du Pass. Sur le patrimoine aussi, donc on travaille chaque année autour de ce sujet qui est une priorité pour nous, donc sur des campagnes de communication autour des Journées européennes du patrimoine, de la nuit des musées, tout ça en lien avec bien sûr les acteurs culturels, les équipes en territoire. Et donc sur ce projet porté par l'archipel des Lucioles, on est très très heureux de pouvoir faire des relais à destination des jeunes, notamment sur les résultats du défi, mais aussi d'avoir deux jeunes qui vont pouvoir faire partie du jury. Et je laisse la parole à ma collègue Natacha, mais qui va pouvoir vous parler du travail qu'on fait à destination des professionnels de l'accompagnement des jeunes. On a pu aussi, certains peut-être ici sont là grâce à ça, relayer via l'organisation de ce projet à tous nos partenaires qui sont inscrits sur une newsletter qu'on a mis en place il y a quelques mois. Et d'ailleurs, si vous n'en faites pas partie, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je laisse la parole à Natacha. Merci, Justin. Merci beaucoup, Justin, qui a presque tout dit. En fait, je voulais juste vous remercier effectivement de nous avoir associés à la démarche et puis vous dire qu'effectivement, nous, côté Pass Culture, on est en train d'intensifier en fait tout notre travail auprès des publics prioritaires et ça passe notamment par des conventionnements au niveau national avec des grands réseaux de structures d'insertion, de structures de l'éducation populaire notamment. Voilà, donc vraiment, on est très content d'être associés. Et donc, voilà, on a notamment participé à la communication autour du présent webinaire grâce à la newsletter qu'on envoie tous les 3 mois, enfin, ou même au fichier de la newsletter qu'on envoie de façon trimestrielle aux professionnels de l'accompagnement. Comme l'a dit Justin, si vous n'êtes pas inscrit, je me permets de profiter de la visio pour faire un peu de promo. Je vous mets le lien en tout cas sur, voilà, sur une petite fiche qu'on a réalisée sur notre site internet pour tous les professionnels de l'accompagnement, que ce soit en structure socioculturelle ou sociale. Voilà. Merci encore et puis je suis ravie d'assister et d'écouter tout ce qui attend ce beau projet. Merci. Merci, Justin et Nathalie. Et oui, effectivement, comme l'a dit Justin, il y aura 2 jeunes dans le jury qui visionneront donc les réalisations des jeunes. Donc voilà, c'est important aussi d'associer à ce jury des personnes directement concernées, évidemment. Je vais passer la parole à Mina, donc du Centre des Monuments Nationaux, qui est aussi partenaire. Alors juste, je vais partager la présentation de Mina. Voilà, une petite seconde. Voilà. Merci Lucille. Oui, bonjour à tous et toutes. Moi je m'appelle Mina Remy, je travaille pour le Centre des Monuments Nationaux, qui est donc un des partenaires du défi monumental avec un grand plaisir. Vous vous rappelez peut-être en 2 mots ce qu'est le Centre des Monuments Nationaux. On est un établissement public placé sous tutelle du ministère de la Culture. On est un établissement public qui, en fait, gère un réseau d'une centaine de monuments historiques nationaux, donc qui appartiennent à l'État, implantés un petit peu partout sur le territoire hexagonal. Vous envoyez quelques photos ici. Vous aurez de toute façon, et comme l'ensemble de ce que je vais vous montrer là rapidement, pour que ce soit un petit peu plus parlant, voilà, je vous parle de notre réseau. L'idée, c'est de pouvoir vous l'illustrer un petit peu, mais tout ça sera retrouvé de toute façon, je pense, dans les différents documents qui vous seront mis à disposition après ce webinaire et qui seront également à disposition
des jeunes, enfin des différents participants au projet. Donc notre réseau de monuments nationaux qui sont de typologie extrêmement variées. Vous en voyez plusieurs, témoins de différentes époques, des types de sites entre des sites archéologiques, des villas modernes, des édifices religieux, des châteaux qui sont de nature très diverses. Puis si on peut passer effectivement juste après au niveau de l'implantation. On a un réseau qui est donc implanté, comme je vous le disais, merci, sur le territoire hexagonal, pas forcément avec la même densité un petit peu partout. Là, c'est très petit et c'est pas forcément visible. Vous pourrez regarder un petit peu plus précisément sur notre site internet aussi. Vous avez l'ensemble de notre implantation. Mais voilà, vous rappelez que en fait l'ensemble de notre réseau est disponible pour travailler avec vous en fait à cette participation au défi. Les monuments de notre réseau du OCMN sont informés du projet. Ils sont particulièrement motivés pour participer avec vous. Ça fait partie d'ailleurs de nos missions. C'est dans la continuité de nos missions, notre mission de service public, d'ouverture et d'animation de nos monuments auprès de tous les publics, de pouvoir contribuer à ce projet auprès des jeunes par cet intermédiaire et avec vous, partenaires que peut-être déjà nous avons sur le terrain. Et si vous connaissez déjà, si vous travaillez déjà avec des monuments du réseau du CMN, ça peut être une nouvelle forme de participation, enfin une nouvelle forme un nouveau projet peut-être à conduire ensemble. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, comme vous le voyez, à nous contacter pour pouvoir monter ensemble des projets. Voilà, en 2 mots, et à me contacter moi-même si vous avez des questions, si vous souhaitez vous informer sur la présence ou pas d'un monument à proximité de vos structures, n'hésitez pas. Oui, merci beaucoup Mina. Effectivement, toutes ces adresses mail seront disponibles sur le site, effectivement. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Nando et on va vous partager tout de suite. Je vais me mettre sur la page du site internet, puisque c'est à partir de là qu'on va développer donc les ressources. Alors, voici. Voilà, je passe la parole à Nando. Merci Lucille. Bonjour à toutes et tous, je suis Nando. On est très heureux de voir si nombreux et nombreuses d'ailleurs. Et on rentre j'ai la charge de rentrer un peu du sujet, c'est-à-dire de vous présenter donc, de cette partie du webinaire un peu de le concret, le cahier des charges et l'application concrète, la participation concrète au défi. Justement, on part du site. Parce que le site, c'est un peu, on l'a pensé comme le lieu, l'espace de travail principal qui rassemble la plupart des informations, des partenariats, mais aussi des ressources, comme on va voir. Donc, c'est ce site-là qui est un peu la Bible du défi. J'ajoute, et peut-être je demande à mes collègues Christina et ou Carole connectées, d'ajouter dans le chat le lien vers le site, mais aussi les comptes Instagram et TikTok, qui sont les deux autres formes, espaces fondamentaux de ce projet-là. Donc, d'une part, parce qu'effectivement, dans ces deux lieux-là, ces deux réseaux-là, seront l'espace de réception et de valorisation des vidéos des groupes des jeunes, mais d'autre part, parce que surtout la partie sur le réseau social Instagram, c'est aussi à son tour un lieu de ressources qui seront présentées au fur et à mesure de l'année. Vous voyez, au concret, du coup, moi, je vous présente le plus brièvement possible en quoi consiste le défi. On rentre un peu plus dans les détails par rapport à des choses qui ont été déjà dites et évoquées, en sachant que ces choses-là, déjà, vous savez qu'ils sont enregistrés et vous pourrez retrouver cet enregistrement, mais ils sont tous notés dans la ressource, peut-être parmi toutes les ressources, il y en a une qui est plus importante, effectivement, c'est ce qu'elle appelle le cahier des charges. C'est la première ressource de la catégorie de ressources opérationnelles sur laquelle on va venir, mais juste pour vous indiquer que sur le site existe voilà, un cahier des charges qui fait aussi office de règlement du défi. Et en réalité, le dépôt, la candidature, la procédure pour déposer le film et pour candidater au défi vous obligera à reprendre connaissance, et à valider ce règlement. Alors, déjà, c'était déjà dit, quelle structure peut participer au défi? Toutes les structures qui accompagnent l'encadre des jeunes entre 13 et 20 ans.
structures du champ social, socioculturel, médico-social. Dans le cahier des charges, vous trouverez une liste de structures types. Je peux en citer certaines, mission locale, service jeunesse, maisons de quartier, centres sociaux, associations, fédérations d'éducation populaire, centres de loisirs, Fab Lab, médiathèque, mais aussi des espaces pédagogiques propres aux lieux culturels qui ont déjà une activité d'encadrement d'ateliers auprès des jeunes. C'est une liste non exhaustive, justement, c'est une liste ouverte. Le principe, c'est un peu que Virginia aussi avait rappelé en principe, c'est qu'on demande la participation à ces structures, et donc, ce n'est pas les groupes de jeunes ou les jeunes qui vont participer directement au défi, mais c'est la structure qui prend en charge nos projets et aussi la participation. Et c'est là, sur leur temps scolaire, cette définition de leur temps scolaire aussi, c'est un peu la mieux définir, dans le sens qu'on fait appel à une structure qui accompagne les jeunes en dehors des circuits de l'institution d'éducation nationale. Et donc, on va dire des groupes classes qui se pourraient constituer en classe sur l'initiative d'un professeur, pourraient participer au défi, mais bien évidemment, en sortant du cadre scolaire, par le biais en faisant appel, en passant par une structure tiers extérieure et qui pourrait porter ce collectif constitué en tant que classe, par exemple. J'essaie de prévoir un certain nombre de questions pour arriver. Dans quel lieu ce défi s'active? Ça aussi a été déjà dit, c'est une conception large du patrimoine et de la culture, j'ajoute aussi du matrimoine, et c'est une conception large parce qu'on pense tant au patrimoine matériel qu'au patrimoine immatériel, donc des espaces, des lieux, des expériences de patrimoine immatériel peuvent faire partie aussi du défi. Parmi les lieux du défi, on peut penser aussi d'intégrer les lieux du spectacle vivant ou les salles de cinéma. Ça, c'est bien spécifique, ça sera bien noté dans le cahier, vous le retrouverez. La seule spécification qu'on peut faire par rapport à ces lieux-là, c'est qu'une participation ne devra pas s'attarder sur l'objet de la présentation. Les groupes, on n'attend pas de la vidéo d'un groupe qui veut participer par le biais d'une expérience dans un théâtre, par exemple, à nous raconter la pièce qui a eu lieu, mais c'est plutôt l'expérience de la vie du théâtre en tant que tel, dans son architecture, dans son aspect métaphorique ou architectural et comme institution dans le lieu dans lequel il est. Et c'est le même discours qu'on peut valable pour les salles de cinéma. Quels sont les groupes de jeunes? Déjà, on dit, et on tient beaucoup à la notion de groupe de jeunes. Ce n'est pas un défi qui prévoit la participation de jeunes individuellement. On demande un travail collectif. Ce collectif, on l'a estimé entre 3 et 10 jeunes. C'est-à-dire qu'un groupe entre 3 et 10 jeunes peut déposer une vidéo. Cela veut dire qu'au-delà de 10 jeunes, si avec votre structure, vous arrivez à embarquer dans le projet plus que 10 jeunes, ça reste impossible, mais on ouvrirait votre participation à plusieurs vidéos. Chaque groupe, en gros, je répète, peut-être que j'étais un peu confus, mais cela veut dire que si vous avez un groupe de 12-15 jeunes, vous devrez travailler scinder le groupe pour proposer deux vidéos. C'est là, justement, Virginia a évoqué l'expertise que nous portons par rapport à ces sujets-là. Pour nous, c'est très important, ces dimensions de collectif et de travail d'atelier pour la réalisation de la création audiovisuelle. Et notre expertise nous a poussé à mettre cette limite en connaissant la difficulté d'impliquer réellement dans une réelle participation créative, aux techniques, aux pratiques, dans une création, plus que 10 jeunes. Donc, on veille beaucoup à ce chiffre. On veille un peu moins au chiffre, le premier, le 3. On a mis un minimum de 3 jeunes, mais évidemment, s'il y a en binôme de 2 jeunes, on accepterait aussi la candidature. Donc, on ne faisait pas... que ne fasse pas peur cette notion, mais sûrement c'est un jeune seul, c'est là que le défi n'est pas trop fait pour
pour lui, dans le sens que c'est plutôt une expérience collective. Tout à fait. Une chose qu'on peut ajouter, et pour finir, voilà, c'est même ma partie plus technique, mais sur laquelle, pardon, deux choses. Et du coup, qu'est-ce qu'on entend de ces groupes de jeunes? Ça, on l'a dit un peu, non? Ça, c'est vraiment de la page que vous voyez ici, comment participer, qui vous retrouvez dans le cahier des charges. La vidéo, on doit avoir certaines caractéristiques techniques de durée, voilà, 2 minutes maximum. Donc, c'est une vidéo courte, donc on se rapproche vraiment à la nouvelle écriture et en conception de la nouvelle image. De répondre à certains nombres de formats qui sont assez ouverts et doit peser pas plus que 2 gigas. On a mis cette limite surtout pour vous permettre de l'envoi facile via les logiciels ou les sites d'envoi de fichiers disponibles. Et ça peut concerner des expériences de visite ou fictionnaliser cette expérience. Donc, tous les genres, le ton et les styles de vidéos sont incités. Tout technique aussi incité, parce que c'est pas un défi, même si on le définit en soi beaucoup autour de la création numérique et du monde des réseaux sociaux, donc autour de l'objet portable, et vous le verrez aussi, on n'échappe pas, c'est vraiment central dans cette réflexion, mais on n'empêche pas l'utilisation d'autres techniques de prise de vidéo et prise de son différentes. Tout dépend. Et la seule chose que vous voyez, les autres idées qu'on trouvait donc, pour la réalisation des vidéos, tous les types de visites sont aussi incités, y compris des formes de visites virtuelles, toujours selon la possibilité et le contact avec le lieu d'accueil. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, si les jeunes ont envie de participer, vous, avec les jeunes, vous avez envie de participer, pourquoi? Déjà, pour nous, c'est qualifier une action, comme on l'a dit, dans une ligne éditoriale d'une structure qui peut être accompagnée dans l'ensemble d'un dispositif qui a ces possibilités de valorisation, de visibilisation et d'accompagnement pédagogique, mais aussi institutionnel important. On verra peut-être plus tard en échange avec le lien avec d'autres dispositifs nationaux, type les journaux du patrimoine. Voilà. Ça peut être une activité qui, déjà, vous permettra d'alimenter un lien, une relation différente et originale avec la jeunesse de votre territoire. Mais on a pensé des petits prix, des petits au grand prix, et vous les trouverez évoqués ici, dans la page mention et prix. C'est 4 catégories de prix, c'est ouf, pour la vidéo qui est plus originale, on peut dire comme ça, très craint pour le prix du meilleur jeu d'acteur ou d'actrice, des barres pour la vidéo plus amusante, plus comique et drôle, c'est carré pour la vidéo plus documentée, et un prix spécial pour la vidéo qui, le jury aura défini comme la meilleure de toutes celles reçues par rapport à différentes caractéristiques qui ont été dites. Du coup, ce jury qui a été évoqué se réunira en mai, rassemblera des personnes du monde de la culture, du cinéma, de la création du contenu, de la création digitale, et de jeunes par le biais du partenariat de Pass Culture. C'est très important pour nous de garder un regard vraiment proche de la jeunesse, des publics sur rapport à ces productions. Et ce jury, du coup, en donnant ces mentions et ces prix, permettront aux 4 groupes des 4 mentions de recevoir un coffret image. Avec des petits cadeaux. Des petits cadeaux qu'on ne peut pas encore vous dévoiler, mais en gros, le concept, c'est qu'on vous livre, on vous fait arriver dans le lieu de la structure, un coffret, qui sera aussi très joliment décoré et avec un beau papier. Avec soin. Hein, avec soin. Avec à l'intérieur un ensemble d'objets, de documentation et d'outils autour de l'analyse de l'image et de la fabrication des images. Et donc, ça va des jeux, des livres, à la fois des choses que la structure gardera pour elle parce que ce sont des choses à vivre collectivement, à pouvoir réactiver collectivement, comme des jeux, par exemple, des jeux d'images, mais aussi des choses comme avec lesquelles chaque jeune participant va pouvoir répartir. Du coup, on l'appelle le coffret image.
pour continuer à permettre à chaque structure de continuer à dialoguer avec les gens sur ces questions des images. Et la personne, enfin, le groupe qui reçoit le prix spécial, reçoit un prix spécial, justement, comme le nom l'indique, qui est la visite dans son territoire dès la marraine de l'émission. Du coup, là, on a de nombreuses réflexions aussi autour de la pédagogie de ce projet, aussi pour aller en contre-champ, ton par rapport à des logiques, voilà, même on pourrait dire de libéralisme, de commercial, par rapport lié à l'usage de ces réseaux sociaux et aussi voilà, de certains likes. On a abouti à l'idée, au concept que le plus beau prix était une rencontre qu'on pouvait offrir aux jeunes. Et donc, cette rencontre est celle qu'on va assurer et mettre en place avec une personnalité chaque année du monde de la culture, de la création de contenu. Cette année, l'honneur que nous avons, c'est Hortense Bellotte qui nous fait l'honneur d'être la marraine du projet, du défi. Hortense Bellotte est je la présente brièvement et vous retrouvez ces informations en ligne, est une historienne de l'art à la base et une comédienne. Qui aujourd'hui se produit énormément pour des conférences spectaculaires sous des scènes et dans des musées de lieux culturels dans des écoles dans aussi. des écoles. Et a une vraie approche très moderne à la culture. Très démocratique. Et très moderne, je pense que qui va vers voilà, aussi le questionnement de certains éléments de la culture et comment cette culture peut parler aujourd'hui avec les questions d'aujourd'hui. Et aussi connue parce qu'elle est très active sur les réseaux sociaux avec ses contenus et pour des séries qui sont produites et disponibles encore sur Arte. Par exemple, Merci de ne pas toucher. Et voilà, donc le prix spécial, un des groupes, sera la rencontre avec Hortense. C'est-à-dire que Hortense, coordonnée par nous, va se déplacer en fin mai et début juin, quand le jury aura délibéré, pour rencontrer ce groupe de jeunes de la structure et vivre ensemble, ce groupe de jeunes, une rencontre autour de son métier, de son expérience, des conseils, et aussi revivre ensemble l'expérience peut-être de visite, musée, se confronter et vivre avec elle une expérience un peu exceptionnelle, une journée un peu exceptionnelle. Ça, c'est pour l'ensemble du cahier des charges, des parties plus denses du cahier des charges. Est-ce qu'on peut simplement rappeler, parce que Carole nous dit qu'il y a beaucoup de questions liées à l'âge, alors je vous demande pardon si on n'a pas été clair, mais effectivement, le défi s'adresse donc à des groupes de jeunes de 13 à 20 ans. Voilà, je ne sais pas si on peut parler d'exception ou pas, mais a priori, voilà, on l'a pensé pour des jeunes de cet âge-là, notamment pour la question des réseaux sociaux, vous le comprendrez aussi, puisqu'avant, bon, c'est un petit peu... bon, voilà, la question n'est pas encore tranchée, c'est plus ou moins controversé. Donc, en tout cas, voilà, pour nous, c'est à partir de 13 ans que le défi, voilà, que les jeunes peuvent participer. Voilà. Excuse-moi de te couper, parce que Carole me disait que voilà, on n'avait peut-être pas été suffisamment clair là-dessus. Oui, parce que nous, on ne suit pas le chat, c'est pour ça que merci Carole. Et bon, du coup, là, je pense que je peux passer à la prochaine partie du webinaire. On prendra l'ensemble des questions à la fin. Du coup, aussi sur questions très techniques. Du coup, n'hésitez pas à continuer à les noter sur le chat ou de les garder en tête. Pour vous dire aussi comment aussi nous, on sait d'un côté l'archipel, du coup, tout ce défi avec toute cette structure de projet, d'action, de prix, d'engagement des jeunes. On a pensé aussi que notre rôle était celui d'accompagner le plus possible, au mieux qu'on pouvait, avec les moyens qu'on a, et que le virtuel aussi nous permet, les structures. Et donc, c'est un peu notre aussi rôle dans nos dispositifs qu'on accompagne, la création d'un certain nombre de ressources pour le projet. Et c'est là qu'il devient fondamental le dernier onglet du site, ressources, qui, j'espère, sera un peu la page que vous allez consulter le plus souvent, parce que c'est peut-être la plus utile dans ce sens-là. Et pour cela, on ne considère pas dans l'ordre dans lequel vous les voyez, pour des raisons un peu rentables, plutôt de rhétorique et de la présentation. Et du coup, on voudrait plutôt commencer par la
de communication et du coup passer la parole à notre graphiste, Elodie Cavell, qui est notre graphiste, une personne, une graphiste à laquelle on a fait appel pour imaginer l'univers graphique et visuel de ce projet. Et je voudrais lui passer la parole et pour nous raconter comment elle a interprété cette commande. Et déjà, vous l'avez commencé à voir parce que vous êtes sur le site que je vous montre, les couleurs, la police, le logo. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle philosophie, quelle idée il y a derrière tout ça? Du coup, je pense que c'est Elodie, si tu es présente. Oui, je suis là. Bonjour à tous et tous. Je peux partager mon écran? Oui, Ouais, bien je sûr. prends la main du coup. Ok, super. Alors. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Pas encore. Ok. Ça y est, c'est en Ça y est, train. c'est bon? Ok, super. Alors, donc oui, je vais vous expliquer brièvement. L'idée, c'est pas de vous refaire, redire tout ce qui a déjà été dit sur on va dire, les axes du projet monumental. Mais c'est vrai que quand l'archipel des Lucioles m'a sollicité pour cette commande, il y avait beaucoup de choses à raconter dans cette identité. Il y avait beaucoup d'éléments. Il y avait la question du concours vidéo. Il y avait la question donc par la création de films, de vidéos. Il y avait la question de l'outil aussi du téléphone qui va être quand même la plupart du temps utilisé, même si c'est pas, d'après ce que peut-être ça a évolué depuis, mais même si c'était pas la finalité forcément d'utiliser le téléphone, mais c'est vrai que ça va être un outil qui va être beaucoup utilisé pour créer des vidéos et aussi pour visionner toutes les choses sur les réseaux, toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. Il y avait l'aspect valorisation de l'expérience qui était aussi quelque chose d'important, l'immersion dans un lieu de culture, la culture en partage, de partager les choses avec plusieurs, etc. Et puis après, il y avait les choses qu'on allait filmer. Donc là, il y avait énormément de choses très différentes, de l'architecture au musée, au lieu de spectacle, au site protégé, etc. Donc c'était beaucoup d'éléments. Il a fallu faire faire des choix, puisqu'une identité visuelle, c'est aussi faire des choix. On ne peut pas tout raconter par un logo, par une identité visuelle, et on a choisi de mettre le focus sur la valorisation de l'expérience et le concours vidéo, en se disant que tout ce qui touchait à la dimension patrimoniale, c'est des choses qui pouvaient être évoquées dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a tellement d'éléments que ça demandait aussi de la pédagogie, d'où la création de tutos, etc., qui vont un petit peu affiner aussi le propos. Donc le point de départ du signe, du logo monumental, c'était de jouer sur l'idée quand on utilise son téléphone pour faire une vidéo, on a un petit signe pause qui apparaît, et on appuie sur le signe pause pour arrêter, et il apparaît que quand on lance la vidéo. Et je trouvais intéressant de jouer avec ce signe pause, puisque faire une pause, c'est un peu aussi ça l'expérience, c'est faire une pause pour s'arrêter un moment, regarder quelque chose et raconter des choses, regarder ce qu'on voit, etc. Et la question de la pause, finalement, elle fonctionnait plutôt bien, elle articulait bien cette question de créer des films et en même temps prendre un moment pour le regarder, un élément patrimonial, et le partager ensuite aux autres. Donc voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, il y a la question de trouver des signes, des codes familiers graphiques à la tranche d'âge des jeunes, puisque c'est quand même la cible. D'où l'idée d'utiliser aussi des couleurs assez vives, assez fraîches. On est juste sur une quantité assez forte, donc un vert et un noir. Il faut imaginer qu'un signe, un logo, il est surtout utilisé en petit, donc il faut quelque chose d'assez synthétique, identifiable de loin, notamment pour les réseaux sociaux. Donc on a une petite pastille avec le signe, il faut que ce soit immédiatement reconnaissable. Et c'est vrai qu'en tout petit, le jeu en fait graphique vient du fait que le pause répond aussi au M, puisqu'on retrouve en fait cette arche là qui fait référence. Enfin, on a de loin en fait une espèce de forme où le pause et le M sont un peu liés, quoi. Il y a la question de la lisibilité aussi, notamment sur les vidéos tutos, où le signe doit fonctionner en tout petit, être reconnaissable de loin. Donc ce signe nous permettait, en fait, en ayant une version compacte et une version avec le titre entier, de répondre à ces deux fonctions.
Un petit mot aussi sur la typographie qui a été choisie. Donc, elle a été choisie aussi par ses formes rondes qui dégagent une bonne humeur, une approche ludique, qui se rapproche aussi de l'univers qu'on a envie d'apporter. Enfin, c'est-à-dire que l'idée, c'était pas de faire quelque chose de trop austère, puisque c'était aussi, l'idée, c'est aussi de s'amuser en faisant une vidéo. C'est pas juste c'est de sortir un peu d'essayer de dépoussiérer entre guillemets la notion patrimoniale et de pas la rendre trop austère, mais plutôt et la rendre plutôt ludique. Voilà, c'était un peu l'idée aussi de cette identité, en jouant avec une typographie ronde assez joyeuse et une couleur, le vert assez frais, assez vif. Ça permet de donner cette force-là. Donc voilà, ça c'est la première chose pour les grands principes de base du logo. Ensuite, le logo va vivre aussi essentiellement avec tout un univers graphique qui a été déployé. Et pour déployer cet univers graphique, je me suis pas mal inspirée de l'univers des réseaux sociaux. Donc ça faisait partie aussi de la commande initiale. Sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de choses, beaucoup d'images, beaucoup de signes, un langage visuel, une grammaire, on va dire, graphique qui existe déjà avec des emojis, des formes, c'est très coloré. Donc, il fallait que cette identité, elle s'intègre aussi à ça, mais en même temps en gardant ses propres caractéristiques. Donc, l'idée d'être aussi juste sur 2 couleurs, c'est aussi pour ça. C'est pour avoir une identité forte et pas être noyé dans le flot de couleurs et de formes et de typos qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et la question des emojis aussi sur les humeurs, les émotions, toujours en lien avec cette question de la valorisation de l'expérience. Je trouvais que c'était quelque chose qu'on pouvait utiliser pour justement incarner un peu ces prix qui vont être attitrés. Donc, vous avez déjà eu un peu un aperçu des différents prix. Donc, l'idée, c'était de créer une petite famille comme ça de petits pictos en référence en fait aux emojis qu'on trouve assez souvent dans les réseaux sociaux, et de créer des petits macarons qui peuvent être utilisables un peu partout sur le site, sur les réseaux sociaux, on pourrait même faire des stickers, les couper. Enfin, voilà. Après, là, en gros, il y a des idées de base et qui demandent à être aussi on peut imaginer plein d'utilisations par la suite et de déclinaisons possibles en imprimé. On peut imaginer des petits logos animés aussi, pourquoi pas, qu'on pourrait mettre en ayant un petit teaser pendant la remise des prix, etc. Il y a plein de choses à inventer à partir de cette base graphique-là. Avec donc pour les prix, juste une petite particularité pour le prix spécial qui va être traité un peu différemment des autres, puisque c'est aussi un prix un petit peu particulier qui lui est traité en noir. Pardon ? C'est une personne, le prix spécial. Oui, c'est une personne, oui, mais c'est un prix quand même. Enfin, je veux dire, oui. Oui, bien sûr, mais ça reste un prix. C'est quand même quelqu'un qui va recevoir ce prix-là au même titre que les autres. Après, oui, bien sûr, c'est incarné plus. Mais l'idée du petit cœur aussi, c'était de montrer qu'il était un peu sur un autre statut que les autres. C'est pas, on va dire que la récompense est aussi un peu différente. Voilà. Donc après, sur les réseaux sociaux, donc en fait, j'ai développé des gabarits Canva, qui en Canva, c'est un outil en ligne sur lequel on peut faire faire de la mise en page, de la conception graphique, etc. Donc, j'ai préparé des gabarits qui vont servir de base, en fait, pour communiquer sur les réseaux, sur le projet. Donc là, je vous en montre juste un petit extrait. Donc, ça fonctionne, les réseaux sociaux fonctionnent beaucoup en story. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs slides un peu à la suite. Donc, il faut essayer d'être assez concis, pas avoir trop de texte par slide, parce que sinon, c'est pas forcément lu. Donc là, par exemple, sur le premier, c'est vraiment une story qui va expliquer en quoi consiste le projet. Donc là, on peut un peu rentrer dans le détail, ce que je disais tout à l'heure sur quel patrimoine on va montrer. Là, on va pouvoir rentrer dans le détail en montrant des exemples, etc., de ce qu'on entend par patrimoine. Des choses un peu didactiques, parce que donc, le site Internet est très complet.
On a toutes les infos sur comment participer. Mais les réseaux, ça va permettre de ressortir certains éléments pour avoir une vision un peu globale. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que c'est exactement? À qui ça s'adresse? Enfin, voilà, c'est un peu des teasers qui vont être complémentaires du site où on a l'intégralité des choses qui vont être un peu plus denses sur le site. On a par exemple l'annonce des lauréats pour les prix. Donc, on peut réutiliser ces signes, les petits signes développés. Les Save the Date, par exemple, donc ça peut être pour communiquer sur un événement un petit peu spécial. Donc l'idée, c'est d'alterner aussi les couleurs, de jouer avec le noir et le vert en alternance pour créer un rythme dans les stories. Voilà. Donc là, il y a différents comme ça gabarits qui sont à dispo sur Canva pour pouvoir communiquer sur le projet. Et voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Mais peut-être que Christina veut poursuivre sur la question des gabarits, etc. et des ressources mises à disposition. Moi, c'était vraiment sur l'aspect graphique et choix graphique que j'apporte ma contribution. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je complète par des choses. Dites-moi. Non, merci Élodie. Alors Élodie, c'est une collaboratrice de longue date de l'archipel et en fait on voulait vous partager en fait le travail, voilà toute la réflexion autour parce qu'on trouvait ça intéressant et aussi pour vous montrer que on avait bossé, en l'occurrence Élodie. Donc là on va passer la parole à notre collègue responsable de la communication Christina, donc qui va effectivement vous présenter donc les ressources communication à votre disposition. Et qu'est-ce qu'on fait, Chris? Je partage le site? Non, c'est bon, je viens de le faire, si tu le vois. C'est parfait. Ouais, ok. Donc voilà, moi j'ai plus qu'à vous parler un peu de l'aspect un petit peu plus pratique de toute cette communication. Donc vous allez retrouver ces informations donc principalement donc dans l'onglet ressources et dans la partie ressources de communication. Donc à cet endroit, vous trouverez le fameux kit. Donc en cliquant, vous accédez à un Google Drive assez classique dans lequel on a ajouté quelque chose assez intéressant pour vous, je pense. Donc notamment, donc, en premier, le logo et la charte graphique qui vous ont été présentés là par Élodie. Donc vous avez le logo, donc c'est des versions en RVB pour les versions Internet. Donc vous avez toutes ensuite différentes versions en PDF, en PNG, voilà. Donc vous pouvez vous amuser avec toutes ces versions, une version blanc et une version verte. Et ensuite, vous avez aussi, on vous a mis la charte graphique monumentale, voilà, avec quelques informations un peu sur, ce que Élodie vous a un peu présenté là. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait une question dans le chat. D'ailleurs, Élodie, est-ce que tu pourrais peut-être envoyer toi la présentation que tu viens de faire, qui est peut-être plus actualisée par rapport à celle que moi j'ai dans le document, donc ça pourrait être intéressant Oui. de le mettre. Vous voulez que je vous l'envoie, c'est ça? Non, envoie-la moi et moi je la mettrai dans le document, comme ça il sera sur le drive et tout le monde l'aura au bon endroit. D'accord. Trop bien. Oui, pas de souci. Merci. Et donc, vous avez aussi un dossier avec les pictos qui vous ont été présentés par Élodie. Donc ça, c'est un dossier qui va... Donc là, vous avez donc des SVG, mais donc vous avez tous les petits pictos qu'elle vous a présentés et que vous pouvez utiliser. Vous allez voir sur un Canva ou sur InDesign si vous êtes à l'aise avec InDesign ou sur d'autres supports comme des PowerPoint ou sur des Word. Enfin, en fait, tout est assez... vous faites vraiment sur les supports qui vous sont les plus simples à utiliser et avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Et donc dans ce dossier, vous avez un troisième dossier dans lequel là, on a plus la partie personnalisation de la communication. Et donc dans ce dossier, vous avez 3 manières de personnaliser votre communication. Donc là, vous avez des affiches, donc avec différents formats. Donc ce sont des affiches là qui sont très classiques. Donc là, c'est plutôt pour des personnes qui ont les supports, on va dire, comme InDesign ou des supports un peu de graphisme et qui sont assez à l'aise avec l'outil et qui du coup peuvent prendre ce Canva un petit peu basique et y ajouter des pictos, y ajouter des textes et en faire un peu ce que vous souhaitez.
Et ensuite, vous avez la même chose pour la partie Instagram aussi, où on vous a fait des posts, une version post et une version story. Donc ça, encore une fois, c'est pour les gens qui sont un petit peu plus à l'aise. Pour les gens qui sont moins à l'aise avec ces supports et ces outils graphiques, on vous a aussi créé donc un Canva. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît ce site internet, mais c'est quand même assez. Enfin, c'est un site qui permet quand même de pouvoir créer des supports de communication de manière assez simple, assez ludique et plutôt assez intuitive. Et du coup, on vous a créé trois possibilités avec donc l'affiche, la story Instagram et le post Instagram avec des liens. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur en fait le modèle. Euh, et le Canva avec la bonne police, avec les logos qu'il faut, avec les graisses qu'il faut, etc. Et là, vous pouvez inventer, vous, sur la base de ce qui est déjà existant, inventer un peu votre propre communication autour de ce projet. Et vous pouvez, par exemple, donc si vous souhaitez aller récupérer les pictos, les logos, enfin plutôt les pictos, mais les pictos que vous a présenté Elodie, vous pouvez les récupérer là dans le dossier Drive et vous pouvez les ajouter aussi à ce Canva et vous amuser à ajouter des pages, etc. Donc vous pouvez vraiment créer votre propre communication. Et donc là, on est sur une affiche A4, mais du coup, on est aussi vous avez la story Instagram, donc on vous la fait au bon format et puis le post Instagram aussi. Donc voilà, là vous avez plusieurs slides où vous pouvez vous amuser à ajouter ce que vous souhaitez. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair et si ça peut vous aider. Je vais laisser la parole à Nando pour parler plutôt des ressources vidéo et je reviendrai après sur le dossier numéro 4 qui va nous intéresser un petit peu plus tard. Voilà. Merci, Chris. Est-ce que tu peux arrêter ton partage? Yes. Oui, et je repartage les conteneurs. Et du coup, c'était assez clair, je pense, mais juste, je l'aurais dit aussi pour me permettre de faire la transition avec ce que je vais raconter après. Il n'y a pas d'obligation à utiliser ces échelles-là. Il y a le défi, la structure, chaque structure peut absolument ne pas se saisir de ces outils. Mais vous voyez un peu comment on a pensé la chose, c'est-à-dire qu'à la fois, on avait besoin de faire une communication nationale pour ce défi, et à la fois, on pensait comment ces outils de communication, cette communication peut devenir à servir, être un outil réel servant les personnes, les structures sur le terrain, en sachant que pour nous, une des choses plus difficiles sur leur temps scolaire, à travailler avec des jeunes sur leur temps scolaire, c'est déjà les repérer et les faire adhérer au projet, les mobiliser. Et on s'était dit que donner cette communication, cette réflexion et cette existence visuelle de ceci en forme d'instrument utilisable, ça peut être déjà, voilà, c'est pour ça qu'on la pense déjà comme une ressource, on la présente comme telle, et c'est une vraie ressource, voilà. Et par également, c'est comment on a pensé, comment on a contacté aussi en première partie Hugo Spini, auquel je vais passer à part tout de suite. Du coup, de la partie communication, vous voyez aussi qu'il y a un autre objet qui s'appelle teaser, qui pouvait à la fois visionner ou télécharger. Et par ailleurs, c'est aussi on n'a pas d'accueil. Et c'est un vrai vidéo teaser du défi. Qui à la fois nous servait pour parler du défi en tant que tel, mais on a pensé qu'une vidéo chaque structure peut elle-même s'approprier, intégrer dans sa communication, partager dans ses réseaux sociaux, et en ajoutant les informations concernant les horaires, les choses ou le lieu qui les concernent. Et donc, mais pour parler de ce projet et comment la collaboration autour de ces vidéos a commencé avec Hugo, je laisserai plutôt la parole à lui-même. Et du coup, si Hugo, si tu es connecté, tu peux prendre la parole. Si tu essaies de parler? Non.
Bah voilà, Bon, c'était très fluide. alors voilà, c'était rapide. Non, mais alors peut-être qu'il va nous rejoindre entre-temps. Donc, Hugo Spini, je vais essayer de vous le présenter. Donc, c'est un créateur de contenu culturel et voilà, il est très présent sur les réseaux sociaux notamment. Et c'est lui que nous sommes allés chercher pour faire donc à la fois la vidéo de présentation de lancement du défi monumental et aussi les vidéos tutoriels, parce qu'il y a déjà une première vidéo tutoriel qui accompagne ce défi, qui permettra d'inspirer les jeunes et de leur donner un certain nombre de ressources et d'éducation au cinéma notamment. Donc, on ne pourra pas vous visionner en fait la vidéo parce que pour des raisons de décalage de son, etc. Mais bon, voilà, vous regarderez cette vidéo. Elle est par ailleurs aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, alors bon, voilà, vous voyez peut-être, vous n'entendez pas. En tout cas, Hugo Spini, voilà, on vous invite à le retrouver sur son compte Instagram, parce qu'il a vraiment une approche aussi, un peu comme Hortense Bellotte, voilà, alors c'est pas du tout péjoratif, mais de vulgarisation justement de la culture, très accessible et qui peut vraiment plaire aux plus jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Voilà, donc des vidéos toujours assez humoristiques, voilà. Et ce qu'on peut... Je viens de me connecter, je suis navré. J'ai un petit souci avec mon ordinateur, a priori, donc je suis obligé de passer par mon téléphone. Merci, Hugo. C'était une très bonne présentation. Comment rebondir là-dessus? Tu as tout dit. Vraiment, et parle un peu de comment tu as travaillé sur ces deux objets. Peut-être qu'on en sera le reste. Oui, alors c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai un peu plus l'habitude de travailler pour ce que je considère être des 18-45 ans. Donc, il faut aussi changer ma façon de concevoir les vidéos quand je m'adresse à plus jeunes. Ça a été cet échange avec l'Archipel et Monumental. L'intérêt, ça a été d'aller concevoir des vidéos. Premièrement, une ressource qui puisse être partagée pour la communication, pour interpeller les jeunes et mince, j'ai perdu mon mot. Merci, qui pourront ensuite servir de base de communication vidéo, bien sûr, parce qu'il y a eu tout le concept vidéo avant, de communication avant ça qui a été proposé par Christina. L'intérêt, ça a été de ensuite imaginer donc, ces vidéos tutos qui vont, elles, chacune avoir un thème, que ça soit sur d'abord les plans, peut-être les façons de tourner, le montage. On va voir plusieurs thématiques au cours des prochaines qu'on a déjà définies, mais je les ai plus sous les yeux. Et ensuite, ça va être de mettre en avant plusieurs types d'institutions culturelles, que ce soit, pour la première, c'est le Musée des Beaux-Arts d'Orléans qui nous a accueillis. Mais peut-être pour une seconde, un lieu architectural en extérieur, pourquoi pas un théâtre, pourquoi pas un opéra, que sais-je. Bon, l'opéra pour les jeunes, c'est peut-être un petit peu, peut-être un petit peu effrayant. On va peut-être rester sur des choses un peu moins monolithiques. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de leur proposer. Ce qu'on voulait, c'était des points d'accroche pendant 3-4 minutes où ils repartent avec un savoir, des informations et en même temps des ressources liées au cinéma qui pourront se réapproprier via leur téléphone pour ensuite pouvoir créer quelque chose avec leurs moyens, leur créativité, leurs possibilités, voilà, et d'aller au-delà de ce que nous, on leur offre. Donc voilà. Je suis désolé, j'ai un petit rhume, je m'excuse. Il y a aussi toute cette question de comment attirer les jeunes sur ce genre de format, comment réutiliser les codes des réseaux sociaux pour proposer ce genre de format. Voilà.
Je sais pas quand est-ce que sortira la prochaine. On avait peut-être prévu en décembre, il me semble. Non, pas vraiment. Volontiers, oui, effectivement. Tu mets le cap pro, mais oui, oui. Plutôt, plutôt en début d'année 2026, on pense. Mais, mais oui, Voilà, donc, on travaille sur une collection de capsules et qui puissent accompagner. Pardon, Hugo, tu voulais terminer? non. Donc, et qu'effectivement, qui sont, comme tout le reste, ils servent, vous avez compris, l'aspiration. Par exemple, le premier tutoriel dont on a parlé vraiment, c'est l'objet, le mouvement de caméra. Et en gros, ça mobilise des figures de la grammaire du cinéma, mais dans un langage de réseaux sociaux, des figures qui permettent de filmer, de raconter quelque chose sans besoin de couper, sans besoin de montage. En fait, donc on essaie de partir du plus simple. Et on essayera justement avec la collection d'explorer d'autres figures de la grammaire cinématographique ou d'autres, même le style du cinéma, etc. Parlons d'éléments de style cinématographique. Du coup, on crée une espèce de choc entre la grammaire du cinéma et le langage des réseaux sociaux. Et l'idée, c'est que ces ressources soient aspirantes, donnent des vraies clés tutoriels, justement, soient inspirantes, mais ne sont pas limitantes. C'est-à-dire qu'on n'attend pas pour cette édition que les vidéos de participation répondent au tutoriel 1 ou 2 ou 1 et 2, 3 qu'on va mettre sur le site. C'est-à-dire vous êtes libre de vous approprier et de vous faire votre inspiration. Et c'est voilà. Du coup, on a un peu terminé sur, vous avez compris, les réseaux de communication et les ressources éditoriales, auxquels, du coup, on ajoute juste une dernière information. Oui. Je voulais juste ajouter que c'était aussi un moyen, ces tutoriels, pour montrer aux jeunes qui, déjà, eux, ont du mal à aller dans les établissements culturels, comment faire. Quand on est dans un musée, ça peut être un peu intimidant de justement déjà se rendre dans un musée, prendre son téléphone, se filmer. Donc je pense que ça peut être des bons points d'ancrage pour un peu désacraliser tout ça. Le geste d'aller justement dans les lieux culturels et de parler, ou les lieux du patrimoine et du matrimoine, et de prendre l'initiative de tourner une vidéo là-bas. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Hugo, c'était hyper important après ce que tu viens d'ajouter. Et merci d'être là malgré ton rhume. Et j'ajoute juste que pour terminer la partie de réseau éditorial, vous en trouvez d'autres qui vont dans cette page. Justement, les webinaires qu'on va organiser, au moins 2 par an. Le premier, c'est comme vous avez compris, celui qu'on fait aujourd'hui, plutôt de formation du fond du projet. Et il y aura d'autres plutôt sur des sujets thématiques qui vont vous allez retrouver pour la formation au fur et à mesure et surtout l'enregistrement dans cette page. Et je passe la parole aussi. Oui, alors merci Nando. Et pour rebondir sur ce que disait Hugo, parce qu'il va me permettre de faire la transition avec des ressources dites opérationnelles, c'est comme ça que nous les avons appelées, parce que Hugo parlait justement de façon de se comporter quand on va dans un musée, ce qu'on peut filmer notamment, ou en tout cas voilà, des lieux comme ça qui peuvent peut-être impressionner. Donc là, la vidéo tuto, vous le verrez, a été réalisée effectivement au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, mais comme on vous l'a rappelé, bien sûr, les vidéos, enfin en tout cas le défi, le cadre, le décor n'est pas forcément circonscrit à des monuments, des musées. C'est important aussi parce qu'en fait, le défi, donc c'est un défi national. Il n'y a pas voilà, ça peut être aussi un site architectural, ça peut être même un domaine, une forêt. Enfin voilà, donc il y a pas de voilà. Là aussi, la liste n'est pas, c'est non exhaustif. Donc je vais effectivement vous montrer à présent les ressources opérationnelles. Donc, je reviens toujours sur l'onglet ressources, décidément, il y en a énormément. Donc, ce qu'on appelle, nous, les ressources opérationnelles. Donc, déjà, le cahier des charges, effectivement, donc Nando vous en a parlé. Donc, c'est là où vous retrouverez tout le règlement, en fait, du défi, les formats des vidéos, les lieux qui peuvent faire l'objet du défi, les structures, le calendrier, etc. Donc ça, voilà, on vous invite à le consulter, notamment parce qu'effectivement, quand vous déposerez les vidéos des jeunes, vous devrez cocher la case « J'ai bien pris connaissance du cahier des charges ». On sait parfois que tout le monde ne le lit pas forcément, mais bon, voilà. En tout cas, il vous suffira de dire que vous l'avez lu
Voilà, et nous, on vous prendra comme ça. Ensuite, effectivement, il y a ici ce qu'on appelle la charte des bonnes pratiques ou protocole de visite. Donc, je vais ouvrir dès à présent. Voilà, donc ça, en fait, c'est plutôt un document que vous pouvez partager aux jeunes. C'est plutôt pour parce qu'on suppose que vous, qui avez l'habitude d'aller dans des lieux, d'organiser des visites avec les jeunes, vous le savez pertinemment qu'on ne peut pas forcément filmer tout ce qu'on veut, que peut-être il faut s'annoncer avant de venir avec un groupe. Donc ça, voilà, on vous apprend rien. Mais effectivement, il y a un certain nombre de choses à respecter, enfin de règles, disons-le comme ça. En tout cas, voilà, de prendre contact avec les lieux dans lesquels vous voulez vous rendre avec les jeunes, parce que selon les heures voilà, où vous souhaitez vous y rendre, il peut y avoir aussi beaucoup d'affluence. Et puis peut-être que voilà, les jeunes voudront sortir leur téléphone, mais il y a du monde autour. Il faudra peut-être vous annoncer d'abord avant de venir. Là, je parle dans le cas où vous allez dans des lieux fermés, évidemment, et hors partenariat avec le CMN, donc le Centre des Monuments Nationaux, puisque comme le rappelait Mina, donc le Centre des Monuments Nationaux est donc notre partenaire et qu'évidemment, si vous allez dans l'un des 101 ou 10 monuments du CMN, les lieux connaissent le défi monumental. Il vous suffira donc de vous présenter en disant que vous venez dans ce cadre-là et vous serez accompagné d'une manière privilégiée par les lieux, je dirais par le CMN. Voilà. Donc il y a toujours l'adresse ici. On en reparlera si vous avez des questions sur le partenariat avec le CMN. Donc le protocole de visite, c'est plutôt hors visite ou présence dans des lieux gérés par le Centre des Monuments Nationaux. Là, je vais repasser aux ressources. Donc, vous retrouverez la brochure du Centre des Monuments Nationaux, bien sûr. Ensuite, un aspect qui est assez important, c'est tout ce qui concerne le droit à l'image et à la propriété intellectuelle. Donc là aussi, c'est bien de faire un peu de pédagogie auprès des jeunes parce qu'en fait, et notamment là, parce qu'on parle de réseaux sociaux, de filmer comme ça peut être bien de rappeler qu'en fait, on n'a pas forcément le droit de filmer des gens sans leur autorisation. Et donc, parce que les jeunes peuvent être sujets eux-mêmes des vidéos, mais ils peuvent aussi filmer soit des camarades, des copains, des copines ou des passants. Et donc, à partir du moment où on voit une personne à l'écran, où en plus les vidéos vont être diffusées, partagées largement worldwide, enfin, en tout cas au niveau national, voilà. Mais du coup, ça suppose qu'on demande l'autorisation aux personnes. Donc là, on vous a... et aussi un aspect important, c'est la cession des droits des œuvres des jeunes, en fait, de leur propre réalisation, puisque voilà, ça fait office aussi de règlement. Donc, à la fois d'autoriser la diffusion de leur image, donc dans le cadre de jeunes mineurs, donc ce seront les parents, enfin les représentants légaux qui signeront pour eux, et aussi de déclarer qu'on donne effectivement l'accord pour que les vidéos soient partagées, diffusées, etc. Donc voilà, donc ça nous semblait important, et puis surtout c'est un cadre légal, donc voilà, c'est important de le rappeler. Après ça, il y a aussi tout ce qui est relatif à... Alors là, j'ai l'impression que je vous donne plein de règles, de règlements, d'interdictions, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est plutôt... voilà, enfin, en tout cas, nous on doit vous le partager. Voilà, c'est bien aussi de le dire aux jeunes. Aussi un aspect qui
peut être aussi un peu questionnant, enfin voilà, et important, c'est l'utilisation de la musique sur les vidéos, parce que forcément, on imagine que peut-être les jeunes voudront faire un habillage sonore et qu'ils voudront peut-être mettre une musique, voilà, je sais pas, quelque chose de récent. Enfin, en tout cas, voilà, d'insister sur le fait que parfois, on ne peut pas utiliser des musiques comme ça. En tout cas, celles qui sont libres de droit, oui. Les autres, non, c'est plus compliqué. Donc, on vous a préparé une petite notice pour rappeler en fait les règles d'utilisation de musique. Voilà, et ce document, nous le devons d'ailleurs au Pass Culture qui l'avait réalisé dans le cadre d'un autre projet. Et donc, on leur a piqué aussi voilà. En tout cas, on s'en est largement inspiré, pour le dire autrement. Donc voilà, donc tout ça c'est pour voilà, respecter des lois autour du droit à l'image, du droit d'auteur, voilà. Et enfin aussi, vous verrez dans cette ressource un questionnaire jeune, et là je vais passer la parole à Nando qui va vous expliquer de quoi il s'agit. Comment on l'a pensé, oui. Et en gros, oui, vous avez compris, je pense qu'en étant en structure, que vous travaillez déjà dans ce domaine, vous avez déjà l'habitude de vous poser ce genre de questions. Et en réalité, l'idée, c'est en tout cas ce projet de l'accompagnement, c'est justement mettre en partage le plus possible des outils que peut-être vous avez aussi déjà la pratique de fréquenter, avoir. Et si vous n'avez pas justement de vous le fournir, et plutôt dans ce sens-là, aider une démarche et les démarches tout court, et du coup confronter aussi des modèles. D'ailleurs, c'est grâce à ce défi que nous avons eu le modèle Pass Culture qui est devenu notre partenaire national. Et du coup, également, dans le cadre de cette idée de vous fournir le plus possible de ressources de l'ordre opérationnel, on a pensé que pour nous, c'est très important qu'on mette des actions directes en tant que structure, évaluer cette action. Et parce que c'est évaluer, ça permet de la qualifier et de la valoriser auprès de la hiérarchie, des institutions aussi, pour nous permettre d'aller chercher de l'argent, des subventions, etc. Donc, on a pensé que c'était fondamental évaluer, nous permettre d'avoir donné un outil d'évaluation, d'auto-évaluation de ce projet, un outil auprès des gens en direct. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle questionnaire jeune. Donc, on a pensé le plus simplement possible, avec des questions et un ton qu'on adresserait directement aux jeunes participants, auxquels on demande de répondre de façon anonyme à une série de questions qui permettraient effectivement d'évaluer l'impact de cette action, et vous verrez. Et on dit aussi bien que pas toutes les questions, on peut le remplir de façon assez libre, il n'est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, etc., etc. Ça, du coup, pour nous, c'est d'abord une ressource, et encore une fois, j'insiste là-dessus, pour vous, pour qualifier l'action et la valoriser, et vous connaître vos propres actions, vos propres jeunes, etc., et la défendre, essayer de la valoriser, etc. Et évidemment, le retour de ces documents à nous, coordination nationale, disons que c'est bienvenu, parce que ça permettra, effectivement, si vous arrivez à vous emparer de cet outil, nous permettra au niveau national d'avoir une vision au-delà du quantitatif qu'on pourrait avoir plus simplement par le biais de votre candidature et du dépôt du film, du coup, ou le lieu, le nombre de jeunes, mais cet outil nous permettra de qualifier un peu plus l'action et à une échelle plus nationale. Et voilà ce document. Et c'est là qui nous permet aussi d'arriver à la fin de notre présentation, la partie bon, désolé qu'on a monopolisé la parole, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et si avec tout ça, vous avez eu envie et dit bon c'est bon, on participe, comment faire concrètement? Et donc c'est l'onglet comment participer, pour lequel je laisse la parole à Christina à nouveau. Il nous explique, voilà. Est-ce que tu veux qu'on arrête le partage, Christina? Oui, s'il vous plaît. D'accord, ok. On fait ping-pong de partage. Okay. Où suis-je? C'est là. La parole justement en question. Oui. Ouais, alors, oui, donc sur le site, il y a un petit onglet Comment participer. Et donc, vous avez la partie candidature. Donc, vous avez 4 points. Voilà, 4 points. Et donc, dans quelques jours, on va ici vous faire accéder à un formulaire de dépôt de film. En gros, on va dire qu'il y a 2 choses importantes. Il y a ce formulaire qui va être que vous devrez remplir. Et ensuite, lorsque vous aurez rempli ce formulaire, vous allez passer à la partie réseaux sociaux.
où là, il y a une autre marche à suivre pour partager sur les réseaux sociaux. Donc en premier lieu, il y a le formulaire de dépôt de film. Vous allez voir, il y a des informations assez classiques qu'on va vous demander. Là, je ne peux pas vous le montrer pour le moment. Et dans une des informations qu'on va vous demander, il y aura un lien de téléchargement, donc qui peut se faire par WeTransfer, par Swiss Transfer ou d'autres ou Gros Fichiers ou d'autres liens que vous connaissez peut-être et qu'on ne connaît pas, ou un Drive, voilà, enfin peu importe. En tout cas, il y a un endroit voilà, où il faut nous indiquer. Il faut nous copier-coller en fait le lien pour qu'on puisse récupérer votre vidéo finale. Donc, dans le cas où vous ne savez pas forcément de quelle manière le faire, donc dans ce fameux KitCom, il y a ce 4e dossier avec les procédures. Et l'une des procédures, en fait, c'est la procédure du lien de film. Donc, c'est vraiment assez simple. Nous, là, on a mis l'exemple de Swiss Transfer. Mais voilà, on vous explique juste comment ajouter votre film sur ce type de site internet. Donc voilà, c'est vraiment très, très simple. Vous allez voir, vous avez ensuite un petit... bon là, on ne voit pas, c'est très, très pixelisé, pardon. Mais dans le formulaire, vous aurez voilà, un endroit où vous pourrez copier-coller les liens. Et là, ce sera parfait, on pourra récupérer la vidéo. Et donc, quand vous aurez finalisé ce formulaire, il y a une deuxième procédure que vous pouvez faire, mais pas forcément dans la foulée, évidemment. Mais ensuite, quand vous aurez un petit peu réfléchi aux choses enfin voilà, bref, donc ça peut être quelques semaines après. Et donc là, il y a une nouvelle procédure. Donc là, je vous ouvre un document que vous allez trouver aussi dans procédure ici, réseaux sociaux, mais que vous pouvez trouver aussi ici, dans le 4e petit point. Et donc, c'est simplement voilà, un document qui présente, on va dire, il y a ces 3 choses à faire sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et TikTok. Donc ça, vous pouvez très bien demander aux jeunes avec qui vous travaillez de le faire aussi, hein, mais enfin ça, oui, ça se trouve, ils sauront bien mieux que moi d'ailleurs et que nous de le faire. Donc voilà, il y a 3 choses assez essentielles et en fait, en soi, il n'y a rien d'obligatoire non plus à faire exactement ces 3 étapes, mais c'est simplement que si vous souhaitez avoir plus de visibilité sur les vidéos et que nous aussi, on puisse communiquer sur les vidéos que vous avez réalisées, en fait, c'est beaucoup mieux pour nous que vous suiviez ces étapes. Et donc, ces 3 étapes sont principalement voilà, le cross-post, ce qu'on appelle le cross-post. Donc, à savoir que, en fait, lorsque vous partagez la vidéo, vous décidez de la partager avec quelqu'un. Et en l'occurrence, ce quelqu'un, c'est le compte Instagram de Monumental. Donc, tout est indiqué sur la marche à suivre pour Instagram. Avec le nom du compte à associer. Donc nous, en fait, concrètement, ça veut dire que ça nous envoie une notification sur notre compte Instagram et ça vient voilà, nous dire qu'une vidéo est disponible et qu'on peut nous la partager ensuite sur nos propres comptes Instagram, ce qui va dédoubler, on va dire, la visibilité de cette vidéo. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'ajouter un hashtag sur cette vidéo. Donc là, en fait, en l'occurrence, on vous demande de mettre le hashtag monumental défi. Après, vous pouvez évidemment en ajouter plein d'autres. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'ajouter le lieu de la réalisation de la vidéo, parce que ça peut donner aussi un ancrage territorial à la vidéo. Et troisième chose à faire si vous pouvez, c'est de taguer les partenaires du projet Monumental. Donc sur Instagram et sur TikTok. Et là, on vous a indiqué les partenaires qu'on retrouve sur les réseaux. Et vous avez les liens là direct aussi derrière la petite souris, si jamais vous n'arrivez pas à les trouver, parce que c'est toujours des noms parfois un peu compliqués. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Mais voilà, quand vous aurez fait ces 2 étapes, donc le formulaire et les réseaux sociaux, ce sera juste parfait. On pourra bien communiquer sur vos films et sur vos vidéos et tout le monde pourra les voir. Merci, Chris, c'était très clair. Et j'ajoute juste que là, justement, cette formation, on nous donne toutes les informations. Il reste une dernière ressource qui est peut-être la plus importante, la ressource humaine. C'est-à-dire que nous, que coordonnons ce projet, justement, on est là pour
toujours disponible au contact que vous trouverez sur le site et sur le site internet Ouais. pour répondre et vous accompagner finement sur toutes les questions pratiques ou théoriques Oui. du projet. N'hésitez pas. Et pour terminer, je ne sais pas, vous voyez, on rappelle juste les grandes dates du coup du projet que voilà, vous trouverez notées. Et avant, on ouvre la parole. Donc, la fin de la période d'ouverture du formulaire de manifestation d'intérêt, c'est le 24 octobre. Donc, il y a une semaine pour pré-manifester l'intérêt. Vous pourrez le faire, par exemple, parce que vous avez écouté ce séminaire, ce webinaire, et vous avez dit, bon, c'est intéressant, du coup, je me pré-manifeste avec un pré-projet. C'est très simple, c'est-à-dire, j'ai un groupe de jeunes, je pense pouvoir participer. Et le fait de vous manifester nous permet d'avoir votre contact et du coup d'avoir votre nom et pouvoir justement vous suivre parce que à partir du 25, comme on l'a dit, octobre, ce formulaire, ce bouton ne sera plus actif et il y aura l'ouverture du dépôt des films. Et ça, c'est du coup, c'est une candidature directe avec un dépôt de films, des œuvres. Et donc, nous, en gros, vous pourrez décider de participer au défi et charger en vidéo jusqu'à le 26 avril, et même si on vous êtes manifesté. Et du coup, nous, on ne le sera pas. C'était ça un peu l'intérêt d'avoir un lieu, un espace de manifester d'intérêt. Parce que nous, on saura que vous avez participé, et donc on verra votre nom, le moment où vous aurez déposé votre film en finalisant la candidature. Donc, et peut-être, on n'aura pas pu vous accompagner, proposer le webinaire, proposer un accompagnement plus spécifique. Mais on nous contacte par mail, oui. parce que bien sûr qu'il n'y a pas que le formulaire, c'est pour ça qu'on vous rappelle l'adresse mail. Voilà. Le jury va se réunir le 18 mai 2026 et ça va proclamer à la suite de ce jury, donc la semaine du 18 mai, à la suite de ce rendez-vous. Et donc, le prix spécial, la remise des prix des coffrets images et surtout la tenue de la rencontre pour le prix spécial devra s'organiser entre fin mai et début juin. Et c'est pour ça aussi que dans le premier dépôt de film, un des engagements qu'on demande à la structure, c'est une disponibilité sur ce créneau-là, des créneaux larges, pour co-organiser un cas de victoire, la venue de la marraine et l'engagement, la mobilisation des jeunes participants. Et voilà. Voilà, c'était assez dense. En tout cas, voilà, on espère que vous avez accroché avec ce projet, que ça vous intéresse et que voilà, vous avez envie de mobiliser des jeunes. Voilà, on redit qu'on reste disponible pour d'autres questions qui vous viendraient plus tard. Et puis peut-être que là, Carole peut nous partager. Voilà, elle a recueilli vos questions peut-être dans le chat et c'est le moment de répondre aussi avec nos partenaires qui sont encore présents. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour toute cette présentation à mes collègues. Et du coup, moi, j'ai lu toutes vos questions pendant le webinaire, celles que vous avez envoyées sur le chat, et j'ai essayé de les classer un peu par thématique. Et puis, on va y répondre tous et toutes ensemble. Alors, je vais peut-être aussi vous partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, ok, super. Alors, du coup, dans la première thématique de questions qui ont été posées, c'était par rapport au public et à l'éligibilité des jeunes qu'on peut associer au projet. Excusez-moi, on est Je vous plusieurs en entends pas visio. parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même Ouais. temps. Voilà, c'est très pratique. Mes collègues, peut-être que vous pouvez prendre le relais en lisant les questions. Large l'écran. C'est pas partagé l'écran là? Si, mais tu peux faire plus large le fichier Word que tu partages. Ok. Ok. Donc, ah oui, la question d'une mission locale qui accompagne des jeunes. Oui, bien. Rencontre nationale aussi, évidemment, on en sera largement. Et oui, effectivement, tranche d'âge ciblée, est-ce un souci? J'aurais envie de dire que non, mais parce qu'effectivement, en mission locale, ils accompagnent des jeunes jusqu'à 25 ans. Donc non, nous, on dit non, mais après peut-être, Virginia, tu veux apporter
peut-être Une précision sur l'outil, c'est ça, hein? En fait, non, sur la participation au défi, puisque là, la question vient d'une mission locale qui effectivement accompagne les jeunes, donc j'imagine de 16 à 25. Et du coup, quid si dans les groupes, il y a des jeunes qui dépassent les 20 ans, quoi. Oui. Alors, effectivement, cette barre des 20 ans, elle était aussi liée au fait qu'on envisageait que les jeunes puissent être encore plus ou moins accompagnés par une structure, un groupe. Je parlais d'éducation populaire tout à l'heure. Donc, effectivement, ça peut être à la marge, en sachant qu'effectivement, il y a des jeunes qui sont accompagnés par des missions locales. S'ils sont dans un groupe, parce que je rappelle quand même que le défi, c'est un défi porté par un groupe de jeunes. Donc, c'est pas un jeune tout seul. Il faut quand même qu'il y ait une notion aussi, à un moment donné, comment dire, de collectif. Donc effectivement, hein, si ça peut, je pense qu'évidemment, c'est pas complètement fermé. En plus, des jeunes, des missions locales, ils sont plus dans le temps scolaire. Donc tout à l'heure, je parlais du temps scolaire. Donc là, évidemment, on n'est plus dans le temps scolaire. On est aussi dans une perspective d'insertion sociale, professionnelle. Donc effectivement, au contraire, hein, nous, on est tout à fait ouverts à ce que ce soit des jeunes qui puissent être des jeunes qui ont peut-être des fragilités, justement, et que la culture ça peut participer aussi de redonner confiance en soi aussi. Et donc, on ne va pas aller contre ce principe-là, mais quand même, il y a cette idée de groupe derrière et de collectif. Donc, voilà, il faut quand même bien garder aussi l'état d'esprit du projet. Donc, effectivement, s'il y a des jeunes qui sont un peu en dehors des clous au niveau âge, c'est pas la principale, comment dire, c'est pas un blocage fondamental. On peut encore les accueillir. Donc, c'est oui. Et ça, Ouais, ça. et ça va Voilà, c'est oui. Par contre, s'ils sont en temps scolaire, non. Voilà. et du coup, l'autre question, qui est quand même la question de l'âge, mais dans le sens inverse, si des groupes, l'âge va plutôt vers le 11 ans, c'est un peu le même ordre de réponse, je dirais, c'est-à-dire qu'on n'incite pas forcément, pour les raisons dites aussi, c'est qu'on ne peut pas inciter des jeunes à aller sur les réseaux sociaux, mais justement plutôt accompagner une activité qui est déjà peut-être actée et on soit présente chez ces jeunes-là, mais en faisant conscientiser, justement critique et créative. Donc, à vous d'évaluer, effectivement, c'est pour ça que l'âge existe aussi, dans ce sens-là. Et après, c'est à vous d'évaluer, effectivement, pour notre point de vigilance là-dessus, c'est de ne pas faire découvrir le défi, les réseaux sociaux à des jeunes, enfin, utiliser les réseaux sociaux à des jeunes qui n'ont jamais, qui n'ont pas compte, ils n'ont pas eu, par exemple, d'accès à ces réseaux sociaux. Et du coup, peut-être un petit conseil là-dessus, c'est quelque chose c'est avant de décider si ou pas passer le défi, évaluer avec votre public, si des gens publics avertis, des gens qui fréquentent et pratiquent ces outils-là. Et si c'est le cas, effectivement, c'est intelligent à l'accompagner avec un projet d'envergure. Mais si la réponse est non, nous on dirait non, c'est mieux de ne pas les inciter comme ça. Sans vouloir diaboliser, aucune diabolisation. Mais c'est plutôt en termes de réflexion pédagogique et philosophique autour desquelles tout le projet était construit. Donc, oui, et pour rebondir sur ce que tu dis, Nando, effectivement, c'est vrai qu'on avait mis un peu des limites d'âge à cause de cette limite-là sur les réseaux sociaux, mais on sait bien aujourd'hui, évidemment, que les adolescents sont souvent déjà sur les réseaux sociaux, ils ne nous ont pas attendus. Donc, au contraire, on peut être dans l'accompagnement de leurs pratiques culturelles numériques, donc c'est aussi notre rôle. Donc, si vous souhaitez participer, puis en plus, là, je vous ai dit qu'on était en phase expérimentation. Donc là, on encourage plutôt effectivement à participer, à tester. Et cette question de l'âge, elle pourra être aussi un des aspects qui pourra être remis en question à la fin du projet, puisqu'on est dans une dynamique un petit peu de réflexion sur ce projet. Donc voilà, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nando.
Et effectivement, ça répond donc à la question de culture du cœur. Et donc, on est ravis que vous soyez intéressés et prêts à mobiliser des jeunes, puisque voilà, on avait présenté le projet donc à une personne qui représentait l'association nationale. Donc oui, effectivement, des ados du coup de 11 à 14 ans, ça marche. Voilà. Caro, tu veux répondre à la main ou tu veux défiler au moins? Oui, je vais essayer. Alors du coup, ensuite, on passait plutôt sur des questions relatives à l'accompagnement artistique et technique du projet. Donc avec une première question qui était sur le fait de se faire aider et accompagner par un professionnel ou une professionnelle pour la réalisation des vidéos. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on recommande? Comment ça peut être accompagné? Voilà, ça fait un peu écho à la question d'après. Quelle est la place des professionnels de l'image dans ce projet, dans ce défi? On avait aussi une autre question de quelqu'un qui demandait si c'était possible d'avoir l'aide de Hugo Spini pour mettre en œuvre le projet. Donc voilà, déjà un peu une batterie de questions autour de ce sujet-là, de l'accompagnement par un professionnel de l'image. Alors, oui, sur mon question, oui, je pense que le projet est là, est pensé pour une participation des structures au sens large, et du coup des structures qui ont leurs propres moyens humains déjà intégrés d'accompagnement, de médiateurs, qui peut, avec justement l'ensemble des ressources qu'on essaie de mettre en place, se sentir à l'aise pour monter ce projet-là. Et sans besoin de faire de moyens ultérieurs, extérieurs, au-delà de la structure en tant que telle. Mais le défi, le règlement n'exclut pas pouvoir faire appel à des personnalités extérieures, des personnes, des intervenants, dans forme vraiment plutôt d'atelier. Donc non, le format est assez large de participation. Et voilà, par contre, effectivement, c'est quelque chose du coup que la structure a la possibilité propre, avec ses moyens financiers et économiques, de pouvoir accompagner ou qui a une ligne éditoriale qui va dans ce sens-là et qui puisse l'accompagner dans ce sens-là. Quand à la possibilité de contacter Hugo Spini, nous, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de déontologie. Je pense que c'est juste que s'il participe, s'il accompagne un projet, il ne sera pas jury, il ne sera pas appelé à faire partie du jury. Ça, c'est probablement la seule chose. Mais si vous pouvez contacter avec lui, effectivement, on peut vous communiquer les contacts des personnes effectivement, qui ont participé au projet dans la construction de toutes les ressources, aussi d'Elodie Cavell, la graphiste, éventuellement, si vous avez besoin en sachant qu'effectivement, ce sont des professionnels. Dans ce cas-là, oui, on tombe dans un cadre de contrat, comment dire, entre vous et la personne. Oui, vous pouvez faire appel à Hugo aussi pour d'autres choses, autre que par la partie, si vous voulez, et ça, on peut vous l'accompagner aussi, autre que par la partie création du pure de la vidéo, mais aussi pour pouvoir peut-être, vous voulez organiser une rencontre avec lui autour de son métier, autour de sa pratique et de sa vie, de son parcours, comment il est arrivé là. Ça aussi peut être une forme aussi d'invitation de Hugo Spini, par exemple. Je pense à une chose aussi parce que ça avait été évoqué, enfin on avait eu les questions précédemment, mais sur les liens avec d'autres projets nationaux par exemple, et on pense notamment à C'est mon patrimoine. Donc je ne sais pas si Virginia, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, à des liens avec des projets qui serait cousin un peu de Monumental et qui pourrait, des structures seraient déjà engagées ou investies dans ce type de projet et pourraient trouver un lien avec Monumental ou changer pour Monumental. Oui, alors je vais répondre rapidement. Oui, c'est tout à fait possible d'envisager des liens avec C'est mon patrimoine qui est en cours de refondation en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de travail qui sont actuellement menés pour réfléchir justement à l'évolution de ce dispositif-là. Donc, un projet vidéo qui aurait lieu
dans le cadre, par exemple, de C'est mon patrimoine, qui est bien sûr du hors temps scolaire. Et si ça reste dans voilà, cette définition d'âge dont on a vu qu'elle pouvait être un peu élastique, mais en tout cas tenir un petit peu sur l'adolescence quand même et pas être chez les enfants, hein. On est dans autre chose, on est sur les pratiques adolescentes. Ça peut tout à fait, évidemment, être l'aboutissement d'un projet dans le cadre de C'est mon patrimoine aussi, hein, puisqu'on est dans le hors temps scolaire, dans des groupes encadrés, etc. Merci. J'ai vu qu'il y avait un message de notre collègue de la DRAC PACA, Isabelle Miliès, qui souhaitait intervenir. Ah oui, avec plaisir. Bonjour. Oui, merci. Du coup, merci beaucoup, Virginia, et merci à vous pour cette réponse, mais qui en appelle une autre. Moi, je voulais juste préciser que les DRAC ne financent pas directement les projets enfin, les projets pour lesquels on serait sollicité par les centres sociaux, les centres de loisirs, etc. Donc, je voulais préciser qu'effectivement, si accompagnement par un professionnel ou un artiste, et ça fait partie pour nous des préconisations, effectivement, hein, on conseille toujours, quand c'est possible, qu'un artiste accompagne ce type de projet. Il faut que les centres de loisirs, centres sociaux, les fédérations d'éducation populaire qui accompagnent ces projets se rapprochent directement sur le territoire des opérateurs culturels, cinéma, audiovisuel. Donc, des associations qui elles-mêmes émargent sur les budgets de la DRAC et qui elles-mêmes viennent nous solliciter annuellement pour financer un certain nombre d'interventions pour des projets d'éducation à l'image. Voilà, juste pour éviter, d'une part, aux acteurs socio-éducatifs de faire un dossier de demande de subvention à la DRAC et pour nous éviter à nous de traiter des dossiers qui ne seraient pas éligibles directement. Voilà. Donc, nous, c'est vraiment les opérateurs d'éducation à l'image qui peuvent se tourner vers nous. Donc, pensez au partenariat entre les centres de loisirs, les centres sociaux, etc., et ces opérateurs sur les territoires. Merci. Et d'ailleurs, ça me permet aussi merci effectivement de citer le réseau coordination passeur d'image, qui est le réseau avec lequel nous sommes en contact plus finement, parce que c'est le dispositif passeur d'image, c'est un des dispositifs, le dispositif hors temps scolaire principal qu'on coordonne. Et du coup, ce réseau est très actif aussi pour accompagner éventuellement un réseau ressources pour le repérage, l'identification d'intervenants sur vos territoires selon la demande de création au niveau du cinématographique, et comme a été dit, pour coporter au moins une demande éventuellement pour aboutir à une demande de subvention auprès de la DRAC, parce que c'est des structures qui œuvrent exactement dans ce domaine-là. Donc ça aussi, ce réseau, ça va être une information supplémentaire qu'on va ajouter dans les ressources, mais comme liste de contacts, éventuellement par territoire. Mais comme tout le reste, vous savez qu'ils pouvaient quand même revenir vers nous avec une demande plus précise. Si je lis le reste des autres questions, c'est plutôt des questions du coup concrètes sur la vidéo qu'on attend et qu'est-ce qu'on doit faire. Du coup, Carole, c'est ça, si j'ai bien lu. Oui, ensuite, du coup, on passe plutôt sur les contraintes techniques. Donc, est-ce qu'il y a des contraintes techniques en termes de format d'image, de logiciel de montage? Est-ce qu'on est obligé de passer par un téléphone portable ou est-ce qu'on peut utiliser une caméra pour créer le film avec les jeunes? Et voilà, un peu plutôt autour de questions techniques et artistiques. Non, il n'y a aucune indication en termes de montage particulier de l'application au logiciel de montage à utiliser, ni de technique de prise de vue. Un portable peut tout à fait suffire. Une vidéo du coup réalisée avec les iPhones, un portable d'une marque comme une autre peut suffire. Ou alors, si effectivement il y a un matériel plus important aussi, soyons ambitieux, jusqu'à une vidéo en argentique de 2 minutes. Je ne sais pas si c'est vraiment ambitieux, mais voilà, c'est très ouvert. Ou alors en stop motion, le dessin animé, etc. etc. On a évoqué la visite virtuelle, justement,
ça a été une question qui a été aussi nous était posée quand on préparait le projet pour des structures qui accompagnent le public empêché d'un point de vue physique en situation de handicap. Et du coup, l'idée, c'est là qu'est surgi et l'évidence de devoir aussi insérer une dimension de visite virtuelle dans ce défi, justement pour être le plus inclusif possible et évident. Mais ça peut aboutir à des idées, des idées créatives on revient à l'artistique, et du coup des idées de vidéos réalisées à partir de ces vidéos virtuelles, visites virtuelles, comme une espèce d'images virtuelles générées autour de minutes, c'est aussi possible, tout en restant, et ça peut être, on revient sur un des documents que vous a présenté, le protocole de visite, tout en restant bien d'accord sur le fait que le lieu qui vous accueille et qui vous donne l'accord pour réaliser ces vidéos est d'accord jusqu'au bout, et que la première personne, la première structure auquel vous devrez rendre peut-être compte pour ces participations, effectivement, c'est plutôt le lieu culturel que nous-mêmes. Donc, c'est surtout souvent par rapport à un accord avec ces structures, en sachant que la structure culturelle ça normalement contente d'être valorisée, d'avoir une espèce de moment de promotion de son fond, de sa collection, de son espace. Et donc voilà, c'est un peu à avoir en tête, mais voilà. Et je parle sur les contraintes, il y a juste une contrainte de minutage. Ça, c'est peut-être la seule vraie contrainte, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas dépasser 2 minutes. Et sur ça aussi, on a beaucoup débattu, mais c'est aussi vraiment pour essayer d'inscrire l'originalité, la créativité dans le langage de la nouvelle écriture, des nouvelles écritures, des langages. Ne pas diaboliser ce langage-là, qui est le langage fréquent et prévalent sur les réseaux sociaux, mais plutôt aller à l'encontre de ce langage, cette grammaire et ces contraintes, qui est celle de 2 minutes. Et voilà, je dirais que la seule vraie contrainte. Il y a une autre contrainte un peu du cahier des charges qui est les 2 gigas. Ça, on l'a mis plutôt pour vous faciliter la tâche en réalité, parce que pour envoyer les vidéos, c'est beaucoup plus simple rester de la limite des 2 gigas. Nous, si vous nous envoyez, il y a une façon si vous avez les moyens de nous envoyer une vidéo qui dépasse de 2 gigas, on n'a pas vraiment de problème là-dessus. Et effectivement, je reviens sur ce que tu disais sur le fait de filmer dans un lieu, type musée, monument, etc. De toute façon, qu'on vienne avec une vraie caméra ou un téléphone portable, de toute façon, ça peut être soumis à partir du moment où on vient en groupe à faire une demande d'autorisation de tournage sur le site. Surtout parce que si des jeunes viennent en groupe et qu'ils sortent un téléphone ou une caméra, ça va se voir, et que s'il n'y a pas eu on n'a pas prévenu le lieu en amont, ça peut poser problème. Enfin, on peut comprendre que vous ayez des agents de surveillance qui viennent vers vous en vous demandant ce que vous faites, tout simplement. Et puis effectivement, il y avait une question sur le logiciel de montage. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Il y a aussi des logiciels de montage disponibles gratuitement. Enfin, voilà, que ce soit un groupe puriste, du cinéma ou qui a envie d'utiliser effectivement le téléphone portable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vidéo tutoriel qui est mise à disposition a été présenté, tout ce qu'il est possible de faire dans les mouvements de caméra avec un téléphone portable. Donc voilà, ça donne le ton aussi pour celles et ceux de vos jeunes qui voudront utiliser le téléphone. Et au contraire, on sait aujourd'hui qu'il y a des films qui sont entièrement réalisés avec un téléphone portable. Voilà. Tu veux dérouler le Word, Carole? Oui, et peut-être juste rappeler que la finalité de cette vidéo, c'est quand même d'être valorisé sur les réseaux sociaux. Du coup, il ne faut pas hésiter à essayer de penser aussi à cette finalité-là au moment de la création de la vidéo, de l'écriture du scénario, de l'invention de la mise en scène. Enfin voilà, c'était vraiment l'idée aussi de pouvoir aller un peu explorer avec les jeunes ce qu'est la création numérique, donc dans toute sa diversité, évidemment. Mais peut-être avoir ça en tête quand même au moment du montage du projet. Alors ensuite, on arrive un peu plus sur une catégorie de questions qui autour des partenariats et du rôle des institutions. Et je sais que Frédéric Jamet, donc DRAC en Pays de la Loire, levait la main à un moment. Je ne sais pas si elle est toujours là.
Je sais aussi qu'à un moment, j'ai vu, moi je ne vois que Oui, oui, car que je vos... pense Ouais. que cette demande a été déjà traitée. Effectivement, Frédéric Jamais est déjà intervenu. Je ne sais pas si c'est Frédéric qui Ah, a. Peut-être qu'on peut donner la parole à Frédéric. Ouais, parce que du coup, c'était donc la question autour du rôle des DRAC. Qu'attendez-vous des DRAC dans cette démarche? Donc voilà, Frédéric, elle est plus là. là. Ok. Et on a tourné, ça a été un peu dit, je pense, évoqué, peut-être si besoin, on va le répéter, mais pour prendre ensemble des questions qui, je pense aussi, ont été un peu traitées, mais on le redit. Du coup, mettre en contact avec les organismes, vous trouverez dans la partie ressources, effectivement, on appelle les protocoles de visite. Du coup, un peu les démarches à suivre pour prendre contact et parler du défi à partir de tous les éléments que vous avez, en sachant qu'il y a, comme répété, comme déjà dit, le CMN. Donc, si vous avez pensé à vous avez un monument dans vos territoires du CMN, cette démarche est facilitante du fait que le CMN en niveau central auquel vous aurez l'adresse à laquelle vous adressez directement, va lui-même faire la démarche de relation entre vous et le monument ciblé. Alors que pour le reste, pour n'importe quel autre site public ou privé de votre territoire, il y a une série de préconisations, de bonnes pratiques à suivre qu'on a établies ensemble avec nos partenaires. Et ça avait du puissant, c'est-à-dire que c'est une prise de contact, une explication du projet. Nous, on est aussi là, éventuellement, si besoin, pour vous accompagner dans cette prise de contact, si vous avez besoin de réexpliquer le projet, le cadre. Mais ça vous reste une démarche propre, aussi parce qu'on imagine que vous, dans vos territoires, vous connaissez peut-être, vous avez déjà des habitudes de travail avec certains lieux, vous avez déjà fait peut-être des projets ensemble avec certains lieux, ou alors vous avez envie d'explorer justement ailleurs, de voir un lieu sur lequel vous n'avez jamais pu travailler au cours des jeunes. Et donc, tout est possible, mais c'est plutôt une démarche qui vient de vous avec, voilà. Oui, ça peut même venir des jeunes eux-mêmes, hein, dans la pédagogie d'accompagnement du projet. Les jeunes aussi peuvent être mis à contribution pour aller, pour contacter les lieux directement. Et juste, j'ajoute que, effectivement, en fonction de la taille des lieux, vous n'avez pas partout des services dédiés au public ou de champs social, ou voilà, parfois il faut s'adresser à la mairie, parfois peut-être au service culturel d'une ville ou d'un village. Et puis après, voilà, c'est un plus gros musée. Voilà, il y a un service dédié, mais voilà, ça, on l'a rappelé dans le protocole. Et voilà. Et ça peut être intéressant que les jeunes, justement, soient impliqués en fait dans cette démarche de présenter ce qu'ils veulent faire, présenter leur groupe, la vidéo, dans quel cadre ils veulent faire cette vidéo. Et ça fait partie un peu des objectifs secondaires dont on n'a pas parlé explicitement de ce projet, justement, dont on peut mettre aussi à l'intérieur la question des droits à l'image, des droits aux musiques, c'est-à-dire avec la première objectif justement de donner aux jeunes des clés pour s'émanciper via la vidéo et via après un langage qui est leur corps et une découverte de la culture et des jeux culturels. On est tombé avec ce projet, en participation à ce projet, il y a cette sensibilisation à des enjeux de jurisprudence, de l'image, de jurisprudence tout court, dès l'activité culturelle. Donc, c'est une espèce de formation en deuxième main que les jeunes pourraient avoir à travers cette participation au projet. Et aussi les festivals, comment rentre dans cette démarche? Est-ce que la personne qui a posé cette question peut peut-être la poser, préciser, qu'est-ce que ça tend pour que comprenne bien qu'est-ce qu'elle veut dire, si elle est présente? J'entends une notion historique aussi, par exemple, mais on l'avait évoqué d'ailleurs entre nous, parce que c'est marrant que ça apparaisse là, parce qu'on s'était dit qu'effectivement, il y a des festivals ancrés sur un territoire depuis des années, et que du coup ça fait partie du patrimoine culturel, voilà, pour certaines et certains.
Oui, Mais oui, donc, oui, totalement. Oui, dans le festival comme fête, c'est-à-dire comme vie qui a une histoire suivie totalement. Je n'avais pas compris qu'on parlait de ça. Le lien avec des festivals de cinéma et voilà. Ouais. Et pardon, et Carole, je te laisse continuer. Oui, alors ensuite, dernière catégorie de questions, c'était plutôt autour des ressources et des outils. Donc, c'était une question, mais Christian, tu as déjà un peu répondu dans le chat, mais on peut le redire pour tout le monde. Est-ce que la vidéo déposée doit obligatoirement contenir la charte graphique du défi monumental? Donc, plutôt la réponse est non. C'était cette charte graphique qui vous est proposée, c'est pour communiquer autour du projet, pour mobiliser des jeunes, pour valoriser la participation de votre structure à ce défi culturel, mais il ne faut pas spécialement que le logo monumental ou la charte graphique monumentale se retrouve dans la vidéo de création qui Oui. va être déposée. Au contraire, enfin, ça n'a pas vraiment sa place à cet endroit-là, mais c'est plutôt pour l'autour du projet. Mais voilà, je laisse mes collègues préciser un peu mieux. Si, mais tu l'as dit, c'est ça. C'est-à-dire que dans tous on veut donner le max de liberté en réalité dans le projet, du projet. Donc, sous la vidéo, par exemple, il y a beaucoup moins de contraintes qu'on pourrait imaginer, on pensait. Et justement, oui. Après, je pense que si vous souhaitez, si vous voulez l'ajouter pour des raisons vous en propres, si pour d'ajouter le logo, la pastille, vous pouvez le faire, mais il n'est pas une demande qu'on vous fait au niveau central de coordination nationale. C'est plutôt nous qu'on va récupérer et valoriser les vidéos. On va sur les réseaux sociaux, on va créer une espèce de couverture avec les éléments visuels que vous connaissez, que vous avez vus. Mais voilà, non, c'est plutôt libre. Oui, les logos, enfin, ce que vous a présenté Christina autour des hashtags, voilà, sur les réseaux sociaux, le cross-post, etc. Ça, c'est dans le cadre du partage en fait de ces vidéos pour qu'elles soient partagées sur les réseaux liés au défi en fait, et y compris auprès de nos partenaires, puisque les partenaires vont valoriser aussi les vidéos via leur compte. Donc, ça donnera une dimension un peu virale, voilà, à ce projet, et donc ça valorisera d'autant les vidéos puisque ça maximisera la visibilité des vidéos des jeunes, ce qui est plutôt chouette. Et on avait une dernière question sur point de vigilance, le fait que des ressources ne sont pas téléchargeables. On va vérifier, merci. Oui, on va vérifier tout ça. On va prendre le temps de regarder tous les liens et pour voir si tout est bien téléchargeable et visionnable, c'est pas trop comme mot. Et alors, on avait juste dans le chat, parce que là, j'avais déjà fini de faire la synthèse, mais on avait 2 ou 3 autres réactions. Alors, il y avait quelqu'un qui nous demandait, est-ce que la vidéo sera partagée sur les réseaux sociaux avant la délibération du jury? Oui. C'est-à-dire que si vous nous donnez l'accord, parce que dans le format de dépôt de film aussi, on vous demande de l'accord et un certain niveau d'accord. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que les jeunes soient cités, oui ou non? Et du coup, c'est à vous un peu de nous guider par rapport à ça. Mais dans le principe, effectivement, tous les vidéos qu'on reçoit sont diffusés à quelques jours d'écart par rapport à la réception. Par la gestion de ce compte. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, et du coup, aussi une façon pour que tous les vidéos réalisées, pas seulement ceux qui gagnent, soient valorisés, soient visibles, et soit déjà ça, une forme de remerciement, on pourrait dire, par rapport à la participation de défi. Donc, oui. Et après, le jury, en gros, la libération du jury va juste ajouter, labelliser certains des vidéos déjà mises en ligne des mentions que vous avez vues. Le jury, c'est pour récompenser les vidéos, mais toutes les vidéos vont être vues, et puis il y en a peut-être qui vont arriver au fil de l'eau, et donc ça, et donc elles seront, sous le regard de Christina, a priori, on va toutes les diffuser au fur et à mesure qu'elles arrivent, en fait. Enfin, c'est le principe. C'est le principe, voilà. C'est juste que le jury, effectivement, se réunit. Après le 27 avril, on ne pourra plus déposer sa vidéo puisque le jury se réunira pour les voir, pour toutes les visionner et attribuer les prix. Et juste, je te demande si peut-être la question vous vient, le jury n'aura
aucun critère du type nombre de likes, nombre de repostages des vidéos est pris en compte par le jury. Justement, ça aussi, on a voulu totalement se libérer, se débarrasser de ce genre de mentalité liée aux réseaux sociaux. Donc, on peut, elle pourrait venir à la pause, d'insérer une espèce de contre-voix et contre-temps. Donc, elles sont valorisées et pour avoir 1 million de likes, mais pourraient ne pas gagner la vidéo. Mais on serait très content du 1 million de likes de vos jeunes, en fait. Mais... Et pardon, Carole? Ouais, on avait aussi une remarque de Pauline Lavallée, qui est donc coordinatrice placeur d'images en Nouvelle-Aquitaine, sur plusieurs départements, et qui écrit qu'il lui semble que les projets monumentaux ne peuvent pas être accompagnés par le dispositif passeur d'images, en tout cas en ce qui concerne les financements via appel à projet. Alors, je ne sais pas si Pauline, tu es toujours là. Si, je Non. suis là. Oui. Vous m'entendez? Oui. C'était juste pour préciser, quand vous aviez parlé du réseau passeur d'images, effectivement, il peut y avoir un accompagnement, peut-être en recherche d'intervenants, mais sur l'appel à projet et sur les financements, qui sont des financements de la DRAC, en tout cas, moi, je pense que, je voudrais pas trop m'avancer, hein, mais sur mes départements, il me semble que c'est pas possible, par exemple. C'est pas des projets qui peuvent être déposés sur l'appel à projet. Totalement, non, tout à fait, bien fait de le préciser. Nous, on parlait du réseau passeur d'image, pas du dispositif passeur d'image, ça fait un peu confusion. Et du coup, on parlait du fait que dans le réseau des personnes qui coordonnent ce dispositif, qui c'est celui auquel on pense, qu'on a comme géographie, cette carte de contact qui pouvait effectivement être ressource pour accompagner des projets. Mais au-delà, sûrement, du dispositif par son image, au moins sûrement cette année, parce que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout l'objet des conventions avec les DRAC au niveau du dispositif par son image. Peut-être un jour une évolution par rapport à ça, etc., mais c'est sûrement pas aujourd'hui. Et je dirais que ça nous concerne, ça nous dépasse, nous. C'est plutôt quelque chose qui, justement, ça doit se négocier au niveau national entre les différents services du ministère, etc. Mais c'est sûrement pas pour cette édition et peut-être pour jamais, que Monumental pourra bénéficier d'un soutien projet passeur d'image, effectivement. Mais ce qu'on essayait de peut-être dire, activer, c'est quand la personne d'ADAC a pris la parole, c'est que un réseau d'acteurs de les territoires qui travaillent autour des questions d'éducation d'image est dense, et que sur leur transport en particulier, ils sont très expertisés, et que l'accompagnement et que le réseau qui est au-delà du dispositif national, ces acteurs sont aussi d'autres rôles, type celle de pôle ou de soutenir d'autres types d'actions. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, on a peut-être fait un peu une simplification linguistique, mais c'est dans ce sens-là qu'on a parlé de cette chose-là. Je ne sais pas si tu es d'accord, Pauline, avec ce que... Oui, c'est clair, mais du coup, c'est juste peut-être dire que c'est effectivement, on peut être ressource en tant que coordinateur passeur d'image, mais peut-être faire attention à bien le préciser, c'est tout, hein. C'était juste Oui. pour pas qu'il y ait de malentendus avec les financements sur les projets, quoi, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions qui n'avaient pas été notées, des personnes qui veulent prendre la parole, sont plus spontanées, aussi pour des réactions éventuellement On ne voit pas de main qui se lève. Si ce n'est pas le cas, j'espère que je laisse conclure. Bon, oui, peut-être qu'on peut conclure dans ce cas-là. Merci Carole, du coup, d'avoir fait ce travail. Je ne sais pas, je ne vois toujours pas de main se lever. Donc voilà, on vous le redit, on reste à votre disposition, que ce soit si vous décidez de vous manifester via ce formulaire de manifestation d'intérêt, ou autrement par mail à l'adresse qui vous a été donnée, contact@monumental-défi. Voilà, je ne sais plus d'ailleurs, parce que je ne sais plus si c'est dans l'autre sens. En tout cas, voilà, on vous remet l'adresse, elle est sur le site internet aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. Nous, on est très excités par ce projet. On espère que vous pourrez mobiliser
autant de jeunes que possible. Et puis on espère voilà, recevoir plein de vidéos à partager et vous retrouver après en avril donc 2026 au moment de la délibération voilà, du jury. Merci beaucoup. Le webinaire a été enregistré. Voilà, si vous voulez le repartager ou le reprendre en cours de route, si certaines ont dû quitter la visio en route. Voilà, c'était assez dense. Il y avait beaucoup d'informations, donc vous pourrez toujours revenir quand vous le souhaiterez. Merci beaucoup. Merci pour votre participation et à bientôt, on espère. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.